Bonjour tout le monde. Ça fonctionne? Oups, oui. Alors, premièrement, j'ai salué Lisa Hutchin, évidemment, notre personne qui est responsable de l'événement, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent. Aussi, M. Michaud, qui est, en plus de Bombardier, qui est président d'honneur pour l'événement, pour Forum Excellence. Puis, évidemment, M. Allen de Souza, que j'ai vu tantôt, mon collègue élu, maire de Ville-Saint-Laurent, qui a essayé de me convaincre tantôt que la zone d'innovation aéronautique pourrait être ici à Ville-Saint-Laurent. Il y aurait des logiques à ça, évidemment. Alors, écoutez, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous. Je m'excuse le léger retard. Je remercie aussi, évidemment, Bombardier pour nous accueillir aujourd'hui dans des belles installations. Et je pense que je trouvais important de venir vous parler, car le thème de votre forum m'interpelle beaucoup. L'économie circulaire, ça veut dire conjuguer l'environnement et aussi notre développement économique. Ça vient faire écho à ce qu'on préconise comme gouvernement, notre économie au service de l'environnement. On s'est donné, comme vous savez tous, des objectifs de réduire nos émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 avec la carboneutralité pour 2050. Bien sûr, on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver, mais le travail, je pense, est bien amorcé. Pour atteindre nos objectifs, le Québec doit absolument axer ses interventions sur l'économie verte. Dans cette optique, le premier ministre m'a confié de nouvelles responsabilités pour que l'économie et l'énergie puissent encore aller plus de pair. On veut allier la transition énergétique et le développement économique en utilisant l'énergie renouvelable pour créer en même temps de la richesse collective. Dans notre vision, pour faire prospérer le Québec de façon durable, on va bien sûr miser sur l'économie circulaire, un modèle d'affaires qui connaît une croissance marquée ici au Québec. Le concept d'économie circulaire a beaucoup changé depuis les mentalités sur la manière de faire les choses, incluant la mienne. C'est une façon de concevoir le développement économique et de maximiser la valeur et l'impact de chacun de nos sous-produits et chacune de nos ressources. Ça nous impose évidemment une réflexion sur la valeur intrinsèque de chaque produit ou sous-produit, de nos processus industriels et de nos habitudes de consommation. Là où on voyait auparavant un résidu, on veut évidemment aujourd'hui voir une occasion de créer davantage de richesses. Ou encore une occasion de contribuer à la réduction des émissions de GES et notre empreinte écologique. Bien sûr, des modèles d'affaires comme celui-ci ont souvent besoin d'être encouragés, surtout au début. Croyez-moi, on va être au rendez-vous. Depuis 2018, la plateforme Web Québec circulaire permet à notre gouvernement, aux chercheurs, aux entreprises et aux organismes de partager leurs initiatives et leurs connaissances de façon à accélérer le déploiement de ce modèle économique au Québec. Car il faut savoir que seulement 3,5 % de l'économie au Québec est circulaire. Petite parenthèse, tantôt, ce n'était pas clair dans ma tête qu'est-ce qu'on visait. J'ai bien compris qu'il y a des mesures de performance, mesures d'évaluation, puis qu'on vous aimerait viser un 6-8 % pour peut-être atteindre un 12-13 %. Alors, je pense que c'est important d'avoir des mesures de performance parce qu'on lance des pourcentages, souvent on n'a pas les initiatives pour y arriver. Alors, je vais être très ouvert à mieux comprendre comment les cibles vont être atteintes, parce que sinon, on n'y arrivera probablement pas. Il faut donc évidemment s'activer pour augmenter notre degré de circularité, ce que je viens de dire, mais je vois là une réelle possibilité de se réinventer et d'innover. De plus en plus, on sent une volonté d'agir pour l'environnement et de révaloriser nos ressources. Ici, dans la métropole, le projet Synergie Montréal s'inscrit dans cette voie. C'est un projet rassembleur qui permet de créer de la richesse en favorisant l'échange de produits, de ressources ou d'énergie non utilisés dans les entreprises locales. C'est important de donner une deuxième vie à des déchets industriels comme le bois et le plastique. Notre énergie et notre talent. Et je ne suis pas le seul à y croire. Certaines entreprises, comme l'usine Zéro Déchet de Camic, qui produit des bottes dans Saint-Laurent, travaillent à réduire leur consommation de ressources à la base. D'autres tentent de donner une nouvelle vie aux ressources ou faire en sorte que des produits servent plus qu'une fois. Je pense à Recycle Lithium,
qui, avec son procédé hydrométallurgique, pourra récupérer jusqu'à 95%, il réclame 99%, de matériaux stratégiques de batterie, lesquels pourront ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries. D'autres entreprises travaillent sur la durée de vie des produits ou de composantes et de concevoir des produits qui respectent les principes du développement durable. C'est le cas de Bombardier. Ils vont optimiser la performance environnementale de leurs avions à chacune des étapes de leur cycle de vie grâce à une approche d'éco-conception. Ce sont tous d'excellentes façons de prendre le virage de l'économie circulaire. De telles approches contribuent à une transition efficace au Québec vers une économie plus durable et plus verte. Elles viennent nous accroître la circularité dans nos chaînes d'approvisionnement en multipliant notamment les synergies industrielles. Avec l'économie circulaire, on vient en effet encourager, je parle très fort, avec l'économie circulaire, on vient en effet encourager les entreprises québécoises à faire affaire ici avec d'autres entreprises et des PME. C'est un moyen pour moi de favoriser l'intégration d'entreprises dans les chaînes d'approvisionnement et surtout de privilégier le fameux achat local. On le sait, la pandémie et le contexte géopolitique nous ont rappelé l'importance de consommer des produits de chez nous et d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus autonomes. S'approvisionner localement permet de bâtir une économie plus résiliente face aux nouveaux enjeux du commerce international. Les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, on l'a vu depuis 2 ans. La guerre en Ukraine change la donne, les conflits commerciaux se poursuivent et les phénomènes climatiques extrêmes seront de plus en plus fréquents. Acheter local, ça amène aussi un impact positif sur le dynamisme économique et social de toutes nos régions. Ça permet aux entreprises de diminuer, entre autres, leurs frais et leurs délais de transport et de réduire leur empreinte écologique. Ultimement, ça crée davantage de rapprochement dans les chaînes d'approvisionnement entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. En aérospatial, l'approche du fournisseur privilégié, déployée avec Aéro Montréal et en collaboration avec Investissement Québec, est un bel exemple de maillage pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Avec cette approche, on vient conjuguer les besoins clairement identifiés par les donneurs d'ordre en aérospatial avec le développement des capacités des fournisseurs québécois. L'objectif est d'augmenter la productivité et la compétitivité de toutes les chaînes de valeur grâce au savoir-faire et au talent québécois. Ce matin, j'avais Stéphane Drouin, qui est vice-président Achat québécois et développement économique chez Investissement Québec, qui a pris la parole dans le cadre du panel sur les approvisionnements et la conjoncture mondiale. Son message est simple. Il faut augmenter les achats québécois dans les chaînes de valeur. Et ça commence par nous, au gouvernement. L'État, clairement, a un devoir d'exemplarité. On a d'ailleurs fait adopter le projet de loi 12 pour prioriser l'achat québécois au sein des marchés publics. De son côté, Investissement Québec s'appuie sur une nouvelle stratégie de soutien à l'approvisionnement québécois pour encourager les entreprises à se tourner vers l'approvisionnement local, substituer leurs importations vers des fournisseurs de proximité ou encore rapatrier la production de l'étranger ici au Québec. L'approvisionnement québécois, c'est un choix logique, un choix stratégique, c'est un choix qui est gagnant. Sur ça, je m'arrête maintenant pour qu'on puisse peut-être, Lisa, échanger ensemble. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si on avait des questions qu'on... Si vous êtes promener ouvert, dans la salle où on peut répondre à des si questions. vous êtes ouvert à prendre quelques questions, pourquoi pas? Écoutez, j'ai le micro, donc est-ce que par hasard quelqu'un aurait une intervention, une question? Oui? Monsieur le ministre, Mario Rousseau d'Intelinox Technologies. Nous, notre programme de décarbonation, c'est 100% en 2023. On ne veut rien de moins pour les cuisines professionnelles. Le défi auquel on fait face, je sais que les choses bougent, mais dans les soumissions publiques, on est toujours dans une soumission au plus bas prix. Le plus bas prix veut dire celui qui coûte le moins cher, la plupart du temps le moins performant, le plus polluant, puis qui coûte le plus cher à opérer sur une base d'opération mensuelle ou annuelle. À quand on va changer cette pratique-là pour avoir des devis de performance
qui fait en sorte que les belles technologies qui ont été développées chez nous par des programmes d'aide gouvernementales, éco-performance, écotech, crédit de recherche, en fait, c'est toutes nous autres qui avons payé pour ces projets-là. Mais on voudrait être capable de pousser plus loin puis de servir le gouvernement dans ces projets-là avec une capacité de bien servir puis d'avoir la meilleure technologie possible. Question qui est très légitime et qui revient régulièrement. D'ailleurs, je faisais référence au PL12. Le PL12, le projet de loi dans lequel on veut encadrer le fameux CAG qu'on appelle le Centre d'achat gouvernemental, qui, en passant, comme vous savez, qui est diffusé partout au niveau du gouvernement. Il n'y a pas un centre d'achat, il y a plusieurs centres d'achat. Ce qui est particulier, c'est qu'il existait déjà avant le PL12 la possibilité que les acheteurs du gouvernement puissent utiliser la partie non quantitative pour choisir un fournisseur. Le plus bas solutionnaire, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement, mais les gens, le réflexe des fonctionnaires, le réflexe des acheteurs a toujours été, ben là, si je prends le moins cher dans une compagnie qui est crédible, ben je ne serai pas challengé. J'ai vécu ça moi-même dans le privé, quand j'étais responsable de l'ATI, par exemple, où on disait, ben là, si on prend IBM ou CGI, maintenant, on n'aura pas de problème. Alors clairement, il y avait un enjeu de réflexe au niveau des fonctionnaires. Il y avait un enjeu aussi de pédagogie, dans le sens que comment on se sert de critères qualitatifs pour ne pas prendre le plus bas solutionnaire. Évidemment, il faut essayer de quantifier l'avantage d'avoir du service d'entretien local, comment est-ce qu'on peut être capable aussi de parler dans la même langue souvent. Alors, écoutez, c'est un cheminement qui est long, mais clairement, l'intention du premier ministre, qui est véhiculée par Sonia Lebel, qui est en charge du Conseil du Trésor, c'est d'aller là. Le PL12, c'est justement ça. Il faut faire attention, évidemment, parce qu'en même temps qu'on fait ça, il y a tout le contexte des accords de libre-échange, parce que on veut que nos compagnies québécoises exportent. On ne peut pas d'un bord dire ben là, on va limiter ce qu'on importe, puis on va exporter. C'est un discours qui n'est pas cohérent. Alors, il faut manœuvrer là-dedans. Écoutez, ce que vous mentionnez là, je l'entends depuis 4 ans là, au gouvernement, ce n'est pas nouveau. Je pense honnêtement que le PL12, je pense honnêtement que le désir du premier ministre je pense que géopolitiquement, d'avoir une chaîne d'approvisionnement courte, pas dans tout, c'est impossible. D'ailleurs, Stéphane Drouin travaille avec le ministère chez nous pour identifier c'est quoi les secteurs, genre alimentaire, ça devient naturel pour des raisons que je vais vous expliquer. Quels sont les secteurs qu'on va promouvoir pour la circularité? On touche 2 points en même temps. Puis c'est clair qu'on veut se départir du concept que le moins cher, c'est le plus facile. Puis en même temps, il faut avoir une grille, parce que payer 25% plus cher, peut-être ça ne marche pas, parce qu'il y a un coût au gouvernement aussi. Là, mais en tout cas, on essaie de trouver cet équilibre-là, mais au niveau philosophique, je pense que notre premier ministre, M. Legault, est clairement le promouvoir. Donc, nous, comme ministre, on doit l'opérationnaliser, puis je pense que ça s'en vient. Merci. Il y avait une autre question, juste ici. Oui, allez-y. Bonjour. Je vais tenter de me déplacer en dehors de la lumière. Ça va. Bonjour, Monsieur le ministre. Benjamin Laplate, directeur adjoint du CERIEC, pour l'acronyme Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. Vous allez livrer un message en forme de plaidoyer intéressant par rapport à des ambitions que les gouvernements qui vous ont précédés n'ont pas nécessairement affichées par rapport à l'économie circulaire. Grâce au travail de Recyc Québec, aujourd'hui, on peut donner un chiffre puis mesurer le niveau de circularité, donc le niveau d'efficacité de l'économie québécoise, qui est de 3,5 %. Vous l'avez très bien dit, la marge de progression, elle est colossale. Et derrière cette marge de progression, il y a des objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre qu'on peut aller chercher, mais également des objectifs, vous l'avez dit, de création de richesse, de gain de productivité, de création d'emplois de qualité, de diversification de nos tissus industriels, j'en passe, dans le grand chantier que vous allez mener de transition énergétique avec le comité interministériel qui va être dédié. Long préambule pour une question, somme toute, assez simple. Est-ce que votre gouvernement verrait d'un bon œil de pouvoir associer à sa transition énergétique et la politique économique qui en découlera un objectif relié à la circularisation de son économie qui pourrait viser différentes filières industrielles au demeurant? Excellente question. D'ailleurs, en préparant mon allocution ce soir, on a fouillé un peu avec mon collègue ici, Jonathan Guay, qui travaille au cabinet.
j'ai découvert, c'était 3,5 la circularité. Tantôt, je posais des questions, comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre-là? Parce que c'est beau de mettre des chiffres, c'est d'autres choses de savoir comment est-ce qu'on y arrive. Puis plus important, c'est quoi la cible? Parce que je dis, on vise 100 la réponse est non. Puis là, j'ai compris, je pense que les Pays-Bas, c'est l'exemple dominant, je suis à 20 j'ai oublié le chiffre exact. Là. Alors, c'est clair que, là, je vais aller à, je vais dégraisser dans mon commentaire. On a lancé, pour moi, le développement économique du Québec dans les prochains 10 à 15 ans, il y a 2 chantiers importants. L'innovation. On a lancé la SQRI, Stratégie québécoise, recherche, investissement, innovation, la SQRI au carré. On a beaucoup d'argent là-dedans, mais c'est très large. C'est le concept de prendre la recherche fondamentale, l'amener en entreprise. Fait qu'on a Rémi Quirion avec la recherche fondamentale. On a créé le poste de Luc Sirois, le chef de l'innovation pour l'Investissement Québec. Alors ça c'est circulaire ça avec. Là. Alors il va falloir travailler fort là-dedans. L'économie circulaire, bien, ça va être intégré là-dedans. Ce que moi, je vais avoir besoin, c'est de comprendre les cibles, puis comprendre aussi la corrélation entre l'économie circulaire et l'impact environnemental CGES. Je sais que c'est probablement pas une corrélation facile à faire, mais il faut mesurer ce qu'on fait, mais il faut savoir ce que ça va donner en bout de piste pour l'amélioration de performance. Même chose pour l'énergétique. Le deuxième chantier, c'est évidemment toute la question d'utiliser l'énergie renouvelable de façon parcimonieuse, c'est le terme que j'utilise, pour créer de la richesse, parce qu'on en a besoin pour réinvestir, puis en même temps, évidemment, respecter nos accords en vertu de la COP 21 à l'époque, le 24, là, de 37,5 pour 2030-2050. Alors, l'énergie renouvelable, comment on l'utilise, l'innovation. Mais en bout de piste, quand on a fait la SQRI, on a établi 18 mesures de performance. On n'avait pas celle-là, je dois avouer, mais c'est pas grave, on peut la rajouter. Mais il faut avoir des cibles, il faut comprendre des cibles, mais aussi quel va être l'effet de l'atteinte de la cible sur l'objectif ultime. Soit on crée de la richesse, soit qu'on va réduire nos GES. Puis ça, je dois avouer que j'ai besoin de me faire éduquer sur ça, comment on va faire cette relation-là, mais on est ouvert surtout à écouter. Merci. En fait, on aura des recommandations pour vous, puisque le milieu associatif nous en a fait cet après-midi. Oui, M. Poirier? Ils ont l'air tranquilles, là. Vous pouvez parler si je veux comprendre. Houston? Oui. Houston? C'est bon. OK. Aux États-Unis, ça fonctionne. Houston. Luc Poirier, chez Lumen. 2 questions par rapport à la ralentissement économique manufacturier. Comment voyez-vous la position du secteur manufacturier au Québec? Est-ce qu'il va tomber en récession? Est-ce qu'il va être juste ralenti? Tout ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est dans l'ensemble de l'œuvre, que ce soit locale, provinciale, nationale ou Amérique du Nord, c'est quoi la position de la future relance économique du Québec d'un côté environnemental? Du côté environnemental, sa position manufacturière environnementale dans la future relance économique. OK. La deuxième partie de la question est plus compliquée à répondre. La première, bon, je pense que j'annonce rien à personne qu'on est en ralentissement économique. Ça va être une récession technique où, je ne sais pas, les économistes décider c'est quoi, mais la réalité, c'est qu'on a jusqu'à la fin 2023 minimum avec un vent de face par rapport à la récession. Bon, la récession, on parle de la demande, on parle de l'offre. Au niveau de la demande, clairement, il y avait une surchauffe. La surchauffe, elle est atténuée avec les taux d'intérêt, sauf qu'il y a un point de rupture. Là. On est probablement rendu proche du point de rupture, mais je pense que la bonne chose, c'est qu'en réduisant un peu le réchauffement de la demande, bien, ça va calmer un peu le jeu sur l'inflation, puis on va peut-être revenir dans nos cibles de 1 à 3 les cibles du gouvernement fédéral, d'ici peut-être 2 ans. Entre-temps, il va y avoir des gestes qui vont être posés par mon collègue Éric Girard sur le bouclier fiscal. Il va falloir aider les gens d'ici à la fin de l'année pour des raisons évidentes. Et les gens qui sont plus vulnérables par rapport à ces hausses-là, parce qu'il y a encore de l'inflation. Alors ça, on va l'adresser sur des enjeux de tactique. Il y a encore une déficience en termes de des chaînes d'approvisionnement. On ne répare pas les chaînes d'approvisionnement en l'espace de 6 mois. Là. La pandémie les a brisées, puis il y a des bris qui vont être pas mal permanents, d'autres qui vont s'ajouter rapidement. Moi, ce que je vois pour le service manufacturière, il va y avoir des enjeux en termes de liquidité pour avoir en inventaire, dans le cas des gens qui fabriquent, probablement des composantes qui, au préalable, auraient pu avoir un lead time de 3 à 6 mois, on est rendu à 1 an et demi.
Je vois déjà beaucoup de sociétés qui viennent nous voir chez Investissement Québec ou MEI pour dire, oups, on est un peu étranglé, pas en termes de profitabilité, mais en termes de fonds de roulement qu'on a besoin. Alors, je pense que autant on était très, comment je pourrais dire, efficace durant la pandémie, je pense, avec nos programmes, le PAC et le POP-ME, on a aidé beaucoup d'entreprises, puis force est d'admettre que ça a bien marché, je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup de compagnies qui ont fermé leurs portes. Juste financière, mais ressources humaines, chez Investissement Québec, dans les régions, qu'on va suivre attentivement ce qui se passe au niveau du manufacturier, parce que c'est clair qu'il va y avoir un enjeu court terme, puis on va être là pour aider. La deuxième question, le bilan environnemental, comment est-ce que je pense là aussi, il va falloir établir des mesures très claires, parce que c'est une chose de dire qu'on va réduire les GES de 37,5 %. C'est autre chose de dire comment est-ce qu'on va y arriver puis comment. Puis je pense que clairement, le comité de transition énergétique qui va inclure Benoît Charette au niveau de l'environnement, évidemment le ministère de l'Économie, l'Hydro-Québec, ce qu'on veut faire, c'est que, moi j'ai toujours dit que l'économie et l'environnement peuvent travailler en harmonie, c'est pas en porte-à-faux. Puis créer de la richesse pendant qu'on décarbonise, c'est pas un péché de faire ça. Au contraire, ça va nous permettre d'être plus riches puis de réinvestir dans les endroits stratégiques comme l'éducation, qui est vraiment la plus grande déficience qu'on a au Québec. Mais tu sais, moi, je regarde ça, puis justement, ce midi, je parlais de ça au STIC. Là, moi, dans ma tête, à moi, le ministère de l'Économie, là, je regarde au Québec, on a 44 de nos émissions qui sont transport, puis on a 29 qui sont industriels. Ça, c'est 73 Alors, si on peut, nous, le ministère de l'Économie au Québec, adresser la moitié de ça, on est quasiment à nos cibles de 37,5 Parallèle à ça, Investissement Québec, on a créé le programme de productivité compétitivère plutôt, pour aider la PME. C'est les gens qui sont plus petits, là, puis comment eux peuvent, d'une part, avoir des projets structurants pour décarboner, puis d'autre part, comment les nouvelles entreprises vont pouvoir travailler sur les technologies plutôt de capture et de réutilisation du carbone. Alors, je pense que ce programme-là, on a des cibles très ambitieuses qu'on a quasiment déjà établies. On voit une effervescence de sociétés qui veulent se lancer, des start-up, qui veulent se lancer dans des nouvelles technologies qui vont permettre peut-être, on espère un jour, ne pas dépendre seulement de l'hydroélectricité, parce qu'on va en manquer un jour. Puis troisièmement, bien, il y a la question des comportements. C'est facile de dire qu'on veut décarboner, mais on va peut-être commencer par décarboner nous-mêmes, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on mange. La Floride, à tous les mois, peut-être qu'on n'ira plus en Floride. Là. Fait que, il va falloir que, comme je dis toujours, que les bottines sur les babines. Alors, il y a un chantier, je pense, de comment est-ce qu'on va consommer notre... pas l'électricité, mais comment est-ce qu'on va se comporter pour ne pas utiliser des produits à base de carbone. Deuxièmement, la PME, les start-up, il faut les encourager. La SQRI va aider. Puis là, dernier bout, avec Hydro-Québec, puis avec l'éolien, avec évidemment toute la question des nouvelles technologies, le biocharbon. Ça, là, pour moi, c'est le gros chantier où on a 73 de nos émissions qu'il faut adresser avec ces gros produits-là. Moi, je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, comme la circularité, 3,5 si on va aller à 8, ça prend quoi pour y arriver? Il faut faire la même chose au niveau de l'environnement. Je pense que ça va prendre un tableau de bord qui va dire, on est à X, on va arriver à 37,5, il faut enlever, whatever, là, 25 mégatonnes de GS équivalent, mais là, il faut pouvoir le mesurer. Ça. Si on ne mesure pas, on ne pourrait pas y arriver. Monsieur le ministre, ça marche? Oui. C'est pas une question que j'ai, un commentaire. En fait, pour répondre à vos interrogations sur le lien entre l'économie circulaire et les GES, en fait, je vais juste vous mentionner que votre ministère, à travers les fonds de recherche du Québec, soutient le réseau de recherche en économie circulaire. C'est 180 chercheurs de 16 universités québécoises, 7 collèges. C'est une infrastructure de recherche unique en Amérique du Nord qui est faite pour répondre aux questions qu'on peut avoir sur l'économie circulaire, mais pour aider également l'industrie à aller plus loin, faire en sorte que le Québec demeure un leader d'économie circulaire en Amérique du Nord. Donc, et ce réseau est coordonné par le CERIEC, donc mon centre de recherche, à l'ETS. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ce que tu dis de façon polie, c'est que chez nous, j'ai la réponse à la même question. C'est ça que tu voudrais me dire? Mais tant mieux. Alors, je vais aller voir les bonnes personnes de le demander. D'accord, merci. Je crois qu'il nous resterait une dernière intervention, si on veut permettre ensuite d'échanger. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis ici. Bonjour. Me voyez-vous? Oui, je vous vois. Parfait. Donc, Mélissa Stoya, je suis directrice développement durable et économie circulaire et coordonnatrice de la symbiose Synergie Montréal à laquelle vous avez fait allusion un peu plus tôt. J'aurais une question pour vous puisque vous avez un positionnement très clair en termes d'innovation.
On le sait, de par un retour d'expérience des 10 dernières années, qu'en économie circulaire, le type d'innovation qui est requis de la part des PME est au niveau de l'innovation organisationnelle, un changement dans les pratiques d'affaires. Ça requiert aussi une certaine agilité technologique ou l'intégration de nouvelles technologies, mais le moteur de la transition réside dans les pratiques d'affaires. Donc, j'aurais voulu savoir quelle place vous accordez à ce type d'innovation-là et à tout le réseau de soutien qui est requis de la part des entreprises là, pour mener à bien ce type d'innovation chez elles? Écoutez, je n'ai clairement pas la réponse à votre question spécifique, mais je vais répondre différemment. C'est que dans la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, la SQRI, l'investissement d'innovation, on a des crédits importants. On a plus de 7 milliards 5 ans. Ça inclut les crédits d'impôt en recherche et d'innovation, mais quand même, c'était pertinent ça aussi. Puis avec Luc Sirois, puis avec le sous-ministre, M. Gervais, qui s'occupe de l'innovation chez nous, les sciences, travaille aussi avec Rémi Quirion, on a des sommes d'argent à investir dans des programmes. Puis l'analogie que je vais faire, c'est, moi je croyais beaucoup qu'on avait un enjeu au Québec pour la numérisation. Ça n'est pas relié à votre question, mais ça va y répondre indirectement. Puis on a créé, puis le problème, ce n'est pas l'argent pour faire la numérisation, c'est le chemin critique qu'un entrepreneur doit prendre pour se rendre à réaliser c'est quoi que je dois faire pour être numériquement acceptable, pour prendre l'IA, et ainsi de suite. Donc, on a créé l'OTN, je vous ai parlé dans mon introduction. L'OTN, c'est un programme où nous, comme gouvernement, on va investir dans des groupes. Le STIC, aujourd'hui, le fait le manufacturier. On investit avec des groupes qui vont faire l'accompagnement humain des entreprises pour savoir c'est quoi le chemin critique pour s'en rendre au bout. Il n'y a pas de raison qu'on ne pourrait pas le faire, peut-être, au niveau de l'accompagnement humain sur les entreprises. Puis ça va prendre des gens, par contre, qui sont capables de le faire. Puis un des gros enjeux qu'on a au Québec, c'est pas surprenant considérant la pénurie de main-d'œuvre, c'est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour accompagner. L'argent, entre guillemets, on l'a, on va peut-être l'avoir moins un peu là, à cause de la récession, mais on a des programmes, on a la capacité financière. Il faut juste trouver les ressources humaines que nous voulons engager, pas au gouvernement, mais qu'on veut dynamiser, je devrais dire, dans les programmes pour le faire. Alors, si vous avez des idées pour nous rendre plus performants, bien, on va être à l'écoute. Ces ressources-là existent actuellement à travers la communauté Synergie Québec. Donc, c'est une main tendue ce soir, mais on a, tout comme M. Normandin, à travers le CERIEC, à travers la communauté Synergie Québec, on a les capacités d'accompagnement. Donc, je vous remercie beaucoup. Faites appel à nous. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup tout le monde.